Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 13 avril. Le prince Albert II et la princesse Charlène en visite officielle à Florence. Ce déplacement du couple princier dans la capitale de la Toscane, entré dans le cadre de la célébration du 160e anniversaire du consulat de Monaco. Nous rejoindrons sur place notre envoyée spéciale, Patricia Navarro. 4 ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, où en est la reconstruction de ce monument historique, Philippe Jost, directeur général délégué de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, sera avec nous pour en parler. Ce soir, nous évoquerons également la victoire de la Rocatine face à Dijon en championnat, mais aussi la rencontre qui attend les Monégasques en Euroleague. Et puis nous philosopherons avec Patrick Savidan autour de la notion de justice à l'occasion de sa présence aux rencontres philosophiques de Monaco. Et à la fin de ce journal, nous reviendrons sur la programmation du Monte Carlo Summer Festival qui promet encore de beaux rendez-vous musicaux. Je vous le disais en titre, le couple princier a passé la journée de mercredi en Italie, à Florence. Il s'agissait d'une visite officielle destinée à marquer le 160e anniversaire du consulat de Monaco dans cette capitale de l'art. Patricia Navarro, vous êtes sur place avec Sylvain Péroumal, où vous avez suivi ce temps fort pour Monaco Info. Oui, et ce consulat occupe une place d'autant plus particulière qu'il s'agit du plus ancien consulat de la principauté en Italie, avec celui de Savone. Il a officiellement vu le jour le 27 juillet 1863 sous l'impulsion de Charles III, qui avait pour ambition de réaffirmer l'indépendance et l'autonomie de Monaco et d'assurer son développement économique et touristique. Pour l'actuel consul Alessandro Giusti, c'est aussi un anniversaire personnel, car il occupe ses fonctions depuis 20 ans. Il Principato di Monaco è precursore e più avanti di altri paesi. Nel 1865 Firenze divenne capitale d'Italia per 6 anni. Fu così che 2 anni avanti, nel 1863, il Principato di Monaco istituì la sua prima sede di rappresentanza diplomatica a Firenze. Successivamente il principe Ranieri è venuto molte volte in Italia, in Toscana, è stato nel viaggio di nozze a Montecatini Terme, che è qui in provincia di Pistoia. Le couple princier n'était plus venu à Florence depuis 11 ans. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont pu redécouvrir les joyaux et autres lieux emblématiques de la ville, au premier rang desquels le Ponte Vecchio, avant de déjeuner et échanger longuement avec le maestro Andrea Bocelli, dont la fondation a bénéficié du soutien du prince Albert II, elle qui œuvre dans le domaine de l'aide aux populations souffrant de pauvreté, de maladies, d'exclusion ou victimes de catastrophes. C'est très important. È importantissimo perché da soli si può molto, ma in molti si può molto di più. Conosco il principe Alberto da tanti anni, tra l'altro sono stato anche residente a Monaco, dove ho dei bellissimi ricordi e dove spero sempre di poter tornare per realizzare qualche progetto. Sono sicuro che la sua sensibilità si sposi perfettamente con la sensibilità mia come fondatore, ma insomma di tutti coloro che lavorano in questa iniziativa. La Fondation Bocelli et la Fondation Prince Albert II, main dans la main, réunies l'une et l'autre lors du gala du 160e anniversaire du consulat de Monaco à Florence, puisqu'elles recevront toutes deux une large partie des bénéfices de cette soirée. Et c'est avec le titre de président d'honneur des Sbandieratori de Florence que le prince Albert II a quitté la ville pour rejoindre Monaco. Comme le prince régnait III avant lui, il a en effet accepté de perpétuer la tradition de ce groupe d'origine médiévale. La storia della famiglia Grimaldi è sempre stata per noi molto importante, quasi un punto di riferimento. È sempre stato bello pensare di poter tornare a Monaco a sbandierare e allora abbiamo deciso di chiederglielo e lui ha accettato incredibilmente, molto gentilmente, è stata una sorpresa bellissima. La culture, l'art, la préservation de l'environnement, ce ne sont pas les seuls traits d'union entre Monaco et Florence, il y a aussi le sport, puisqu'en 2024, c'est ici que sera donné le grand départ du Tour de France, dont la dernière étape se jouera entre la Principauté et Nice, en raison de la tenue des Jeux Olympiques à Paris.
Une bien belle histoire qui unit donc la Principauté et Florence. Merci Patricia. C'était le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes. Un drame qui avait ému le monde entier. Depuis, le monument historique et symbolique a entamé sa reconstruction. Une tâche colossale que nous avons voulu aborder ce soir sur notre antenne. Pour en parler, nous sommes avec Philippe Jost, directeur général délégué de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Cela fera bientôt 4 ans que Notre-Dame de Paris a été ravagée par les flammes. Les travaux de reconstruction ont débuté en 2022. Où en est le chantier actuellement ? Comme vous l'avez dit, on a d'abord eu 2 ans de mise en sécurité de 2019 à 2021 et puis on a eu ensuite toute une phase d'attribution des marchés de travaux. Plus de 130 marchés de travaux à tous les corps de métier concernés par cette restauration. Et aujourd'hui, le chantier bat son plein. Ce qui veut dire que nous avons d'une part des nettoyages et restaurations intérieures parce que les voûtes, une partie des voûtes s'étant effondrées, les décombres, les gravats, les poussières de l'incendie sont entrés dans la cathédrale, tout un travail de nettoyage et à cette occasion de restauration des intérieurs de la cathédrale. Et ça a conduit à ce que les fidèles et visiteurs qui entreront dans un peu plus de 18 mois, fin 2024, l'année prochaine donc, qui entreront dans la cathédrale, vont découvrir une cathédrale métamorphosée, transformée, avec un éclat, une splendeur qu'on lui a jamais connue. On a déjà reconstruit entièrement une voûte dans le transept nord, on a reconstruit tous les arcs des voûtes. Vous savez que dans les cathédrales médiévales, ce sont les arcs de la fameuse croisée d'ogive qui portent les voûtes, on les a tous reconstruits. Et puis, troisième partie, le grand comble, c'est-à-dire la toiture, charpente et couverture, et la flèche qui en fait partie. La flèche, comme le grand comble, sera en chêne massif, reconstruit selon les techniques de l'époque des charpentes qui ont disparu, donc médiévale pour la nef et le chœur, une bonne partie des charpentes, et puis 19e siècle pour la flèche, qui date de l'époque de Viollet-le-Duc, donc du milieu du 19e siècle. Et depuis quelques jours, on est très heureux de voir les charpentiers arriver sur le chantier de la cathédrale, et ils ont commencé à monter la flèche à la croisée du transept, c'est-à-dire au cœur de la cathédrale. La flèche, c'est quand même un ouvrage qui va monter à 100 mètres de hauteur. C'est un chef-d'œuvre de bois, d'assemblage de bois, qui fait 70 mètres de haut, qui est posé à 30 mètres au-dessus des voûtes. Et nous avons commencé. On est très heureux de voir ça. Et la flèche va s'élever dans le ciel de Paris tout au long de l'année 2023. Combien de personnes sont justement mobilisées actuellement sur ce chantier ? Alors, au total, on évalue à 1 millier, le nombre de compagnons, architectes, ingénieurs qui travaillent partout en France. Mais sur le chantier lui-même, au cœur de l'île de la Cité à Paris, c'est de l'ordre de 500 personnes. Et ça va encore monter parce que l'année 2023, c'est vraiment le pic, l'intensité maximale de nos travaux. D'ailleurs, un des grands défis de ce chantier, c'est la coactivité, comme on dit, c'est-à-dire la cohabitation de tous ces corps de métier et la gestion de l'espace, des moyens de grutage, parce que vous pensez bien que dans l'île de la Cité, l'espace, il est un petit peu rare. Déjà qu'on occupe la moitié du parvis avec notre emprise de chantier, on n'a pas pu obtenir plus. Il faut en laisser un peu aux habitants et aux touristes. Et donc, on a un vrai enjeu d'organisation et de logistique qui est un des grands défis de ce chantier. Mais là, on a aussi trouvé des compétences, des expertises qui sont au niveau de cette complexité. Est-ce que vous ressentez un petit peu d'effervescence autour du chantier, de la part des Parisiens, de la part des touristes qui ont hâte de pouvoir redécouvrir Notre-Dame de Paris ? Alors, on voit beaucoup de monde, effectivement, sur l'île de la Cité. On a heureusement une exposition de photos et de textes sur les palissades du chantier, qui donne à voir et à comprendre ce qui se passe sur le chantier, quels sont les métiers qui s'y exercent. Et puis, on vient d'ouvrir notre maison du chantier sous le parvis, qui est comme toute maison du chantier, mais celle-là on l'a vraiment soignée pour que tous les publics, aussi bien des enfants que des connaisseurs et des amis du patrimoine, trouvent beaucoup d'informations, films, vidéos, maquettes, infographies, qui leur permettent de comprendre ce qui se passe sur le chantier. On voit effectivement beaucoup de touristes et l'impatience, elle est évidente. L'impatience de retrouver la cathédrale, elle est évidente, et c'est pour ça que on attache aussi une importance particulière à tenir le délai de la réouverture en 2024. Décembre 2024, c'est ça ? C'est bien cela. Alors on a une date qu'on vise avec le diocèse, nos amis du diocèse de Paris. C'est le 8 décembre parce que c'est une fête mariale, c'est l'Immaculée Conception, donc pour Notre-Dame de Paris, ça paraît vraiment s'imposer.
On y avance. Alors on se bat jour après jour, hein, c'est tendu, hein, c'est un délai exigeant, mais on tient les étapes, hein, on franchit les jalons les uns après les autres. Par exemple, cette flèche qui a commencé à s'assembler, ça s'est fait fin mars, ben, c'était dans notre calendrier depuis longtemps, et ben on tient cette échéance. On va bientôt avoir fini de reconstruire les voûtes de la nef, après avoir reconstruit les voûtes et restauré les voûtes du chœur et du transept. Donc, les choses avancent bien. Donc, pour le moment, on a des raisons d'y croire. Voilà. Eh ben, on restera très attentif à la réouverture de Notre-Dame de Paris, symbole de la capitale. Merci infiniment, Philippe Josse, d'avoir été avec nous pour évoquer l'avancée de la reconstruction de la cathédrale. Merci. Eh ben, merci à Monaco de s'intéresser à nos travaux. Au revoir, bonne soirée. Et après l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, une question s'est rapidement posée. Comment préserver le patrimoine en cas d'incident? Exemple ce soir avec cet exercice des sapeurs-pompiers de Monaco qui avait eu lieu au sein du Palais Princier il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Une opération inédite dans un lieu historique au patrimoine unique. Le récit de Christine Datomel. C'était en octobre 2020. Pour la première fois, le Palais Princier était le théâtre d'un exercice d'entraînement des sapeurs-pompiers de Monaco. Le but, simuler la prise en charge et la protection du patrimoine des lieux en cas d'incendie ou d'inondation. Le palais est riche d'histoire, est riche d'un certain nombre d'œuvres, soit des meubles, des livres, des objets en tout genre, qui ont été répertoriés par la DB, qui font l'objet d'un plan spécifique et qui n'est dévoilé et ouvert uniquement en cas d'intervention de ce genre-là. Le personnel du palais et les équipes en charge de la protection des œuvres d'art ont travaillé en étroite collaboration avec les sapeurs-pompiers ce jour-là. Le prince Albert II a suivi également cet exercice avec une grande attention. C'est un exercice à plusieurs dimensions, mais qui, malheureusement, qu'il est impératif de faire de façon relativement périodique et je crois que c'est d'ores et déjà un succès, mais après il faudra débriefer un petit peu tout ça, mais c'est intéressant de suivre ça de près. Cet exercice inédit réalisé il y a plus de 3 ans maintenant faisait suite à une réflexion commune entre les différentes parties prenantes afin de préserver au mieux le patrimoine monégasque en cas d'incendie au Palais Princier. Passons à toute autre chose à présent et parlons sport avec du basket et la victoire sans forcer de la Roca Team face à la JDA Dijon hier en championnat. Les Monégasques ont dominé les Dijonnais 80-65 avec un collectif une nouvelle fois impressionnant. La première place peut devenir officielle samedi soir en cas de défaite de Boulogne-le-Valois ou dimanche à la maison face à Fos. 6 victoires il y a. Les joueurs de Sacha Obradovic sont désormais concentrés sur leur prochain rendez-vous en Euroleague cette fois-ci. Ils se déplacent chez les doubles champions en titre déjà éliminés de la compétition. De son côté, Monaco est assuré de terminer 4e du classement. Autant dire que ce match n'a pour objectif que de bien se lancer avant les playoffs. La présentation de cette dernière rencontre de la phase régulière est signée Yannick Debever et Julien Thys. Après sa défaite face aux Partisans Belgrade, la Roca Team a bien rebondi en championnat de France face à Pau et Dijon. Direction maintenant Istanbul pour affronter l'Anadolu Efes, double champion d'Europe en titre, mais déjà éliminé de la course aux playoffs. Monaco n'a plus rien à jouer non plus, c'est donc avec un esprit léger que s'effectue ce déplacement. C'est un contexte un peu bizarre, on va pas se le cacher. Après pour nous, il n'y a rien qui doit changer en termes d'approche du match, dans le sens où on a des échéances qui arrivent. Et c'est important de ne pas avoir de relâchement et justement d'utiliser ces matchs-là pour se préparer au match futur. But mainly, we want to be, at full speed probably in about 2 or 3 weeks here. So continuing to get everybody back healthy, everybody back in the right mindset, and this is an important game for us. It really is. It's not meaningless. So we're coming here with the mindset that we need to win this game. Monaco, assuré de finir 4e du classement, attend désormais avec impatience de connaître son adversaire en quart de finale. Avec l'avantage du terrain acquis à la 32e journée, les Monégasques ont concrétisé une très belle saison régulière avec la barre des 20 victoires dépassées.
Quoi qu'il arrive, c'est un succès. C'est un succès parce qu'on arrive à se qualifier dans un premier temps pour les playoffs et ensuite à avoir l'avantage du terrain. Donc ça ne peut que être un succès. Nous, ce qu'on voulait de base en début de saison, c'est se qualifier pour les playoffs. On a réussi à avoir l'avantage, donc c'est un plus et c'est un gros plus même. Pour ce dernier match de saison régulière, Monaco devra se passer de Chima Moneke, toujours en rééducation pour sa blessure contractée à Kaunas. Et puis Jordan Lloyd, bientôt papa, est resté à Monaco auprès de sa femme sur le point d'accoucher. Et ce match sera à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 19h30. Et même si l'adversaire, les dates et les horaires restent encore à définir, sachez que la billetterie des playoffs d'Euroleague est ouverte depuis hier. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places en ligne ou directement à la salle Gaston Médecin. Plus de renseignements sur la page Facebook du club. Dans le reste de l'actualité, l'hôtel de Paris a un nouveau directeur général. Il s'appelle Olivier Thomas et succède à Ivan Artoli. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la composition d'une nouvelle équipe dirigeante pour accompagner le président délégué Stéphane Valéry. Olivier Thomas possède un parcours entièrement tourné vers l'international, un véritable atout pour renforcer le positionnement et le rayonnement de l'hôtel de Paris à travers le monde, comme le mentionne le communiqué de la Société des Bains de Mer. Restons à l'hôtel de Paris justement où le patio de l'établissement accueille jusqu'à dimanche le pop-up store de la marque Alter. Il présente les pièces de la marque monégasque créée par Pauline Ducruet. Je vous propose d'écouter la créatrice de mode au micro de Juliette Rappert. Ça, c'est la 4e collection chez Alter, c'est la collection 23 qui est présentée pour la première fois à Monaco depuis sa sortie lors de la Fashion Week de Paris au mois de janvier. Elle s'adresse à tout le monde, c'est une collection qui est unisexe et beaucoup de tailles uniques aussi sur certaines pièces. C'est une collection qui m'a été inspirée un petit peu d'une nature un petit peu numérique, voilà, d'un désert un petit peu onirique. On a pour la première fois notre capsule denim aussi qu'on présente ici pour la première fois, qui est un patchwork fait main. Dans nos ateliers à Paris. Je pense que les pop-up stores, c'est ce qui est un peu dans notre ADN depuis le début. On a fait tous nos pop-up stores ici à Monaco, à Paris. On en a qui viennent certainement dans les prochains mois à Londres, à Milan aussi. C'est un système qui marche bien pour nous parce qu'on peut vraiment créer notre univers pendant l'espace de quelques jours. Et donc voilà, quand on arrive dans le pop-up, c'est vraiment l'univers Alter. Découvrez donc les pièces de cette collection été 2023 d'Alter jusqu'à dimanche au patio de l'hôtel de Paris. Retour à présent sur cette soirée organisée au One Monte Carlo hier soir. Elle réunissait plus de 200 personnes, des partenaires, des entités qui travaillent en étroite collaboration avec la direction de la communication pour mettre en avant les atouts de la principauté. Justement, nous avons profité de cette occasion pour leur poser cette question. Comment participez-vous au rayonnement de la principauté? Voici leur réponse. De 3 manières différentes. La première, c'est avec la mission attractivité. Monaco, et je contribue à faire rayonner Monaco auprès des gens que nous souhaitons attirer. Les résidents actifs, les investisseurs, les entreprises. La deuxième, c'est un Monaco moderne, un Monaco numérique, contribue à véhiculer une image positive de la principauté, avec tout ce qui a été réalisé. Et enfin, la troisième, c'est en travaillant avec notre communauté de résidents, avec tous nos talents, en les impliquant dans Monaco. Par définition, Monaco rayonne. Monaco est un État catholique, c'est quelque chose de très rare dans le monde. Non plus il est plus que congardataire, puisque c'est dans la constitution de Monaco que l'État de Monaco est catholique. Alors c'est sûr on peut faire valoir cela, et surtout ce qu'on fait valoir, c'est l'ouverture que l'on a aussi grâce à cela, l'ouverture de la liberté de culte, déjà pour toutes les autres religions. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est peut-être chez nous, dans un État catholique, qu'on est le plus libre de parler de religion. La sécurité génère en outre la possibilité de faire de grands événements, favorise le tourisme, tout ça est dû à la sécurité. Et je pense que l'attractivité qu'exerce la sécurité est forte pour la principauté. De 1000 façons finalement, puisque Monaco Media, ce sont plusieurs structures. Donc tout d'abord Sportel, donc tous les Sportels effectivement, donc avec un événement phare qui a lieu à Monaco en octobre, les Sportels rendez-vous à Miami, à Bali, et puis effectivement énormément de projets, le festival de télévision qui aura lieu au mois de juin, et une structure aussi, Monaco Media Events, qui organise des événements pour la principauté. On essaye à chaque fois d'indiquer que c'est fabriqué à Monaco, c'est coproduit à Monaco. C'est vrai qu'on est très dans la team Monaco, donc on n'hésite pas à en parler à chaque fois. Et puis c'est un atout pour nous de dire qu'on est de Monaco, puisque c'est rare finalement dans notre métier de production. Notre rôle en fait, c'est d'aider nos autorités
à trouver des idées ou à faire évoluer les lois, les textes, de façon à devenir encore plus attractif, encore plus compétitif, encore plus efficace. Donc voilà notre rôle. Donc on participe, je l'espère, indirectement à ce rayonnement. Après la guerre, le genre ou encore plus récemment le rêve, le prochain rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco aborde un nouveau thème, celui de la justice, avec pour intervenant notamment Patrick Savidan. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Patrick Savidan. Bonsoir. Vous êtes philosophe, spécialiste d'éthique et de politique, cofondateur de l'Observatoire des inégalités. La justice est une vaste notion, très complexe à définir, car nous ne sommes pas tous en phase dans notre façon de la concevoir. Ah, très clairement, on parle tous de liberté, tous d'égalité, mais la question véritablement, bien souvent, c'est de savoir de quel type d'égalité, de quel type de liberté on parle, et puis surtout, jusqu'où on veut aller dans ces directions-là. Dit comme cela, la justice nous renvoie directement au domaine du droit et pourtant la justice peut être morale ou sociale encore. Hein. Disons que la composante juridique est très très importante puisque ça renvoie au type de droit, en effet, comme vous le disiez, liberté fondamentale auquel on peut prétendre, mais bien sûr ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la question est aussi posée de savoir si on dispose des moyens d'activer nos droits, nos libertés de la manière la plus pleine et entière possible. Il émane de cette notion de justice, vous l'avez dit tout à l'heure, un sentiment d'égalité, d'équité, d'harmonie également ? Harmonie, je ne sais pas. En tous les cas, c'est plutôt à partir du constat des injustices, les expériences d'arbitraire auxquelles on peut assister qui font qu'on va avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et avoir éprouvé le besoin de s'en remettre à des règles de justice pour soit éviter que ces problèmes se reposent, soit éventuellement corriger les effets qu'ils produisent. Platon, Socrate, John Rawls, chacun de ces philosophes ont eu leur interprétation de la justice, preuve qu'elle a évolué aussi avec le temps. Très clairement, non seulement elle est ancienne, mais vous voyez qu'en même temps elle est tenace. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les notions auxquelles Aristote faisait référence sont encore des questions qui nous occupent et les lycéens qui travaillent sur ces questions le sentent bien. En tous les cas, ça reste des guides utiles pour essayer de délier, décomposer un peu les complexités auxquelles on assiste. Patrick Savidan, ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans les rencontres philosophiques de Monaco. Que représente cet événement pour vous ? C'est intéressant parce que d'une part, il y a une vraie volonté de rendre la philosophie populaire au sens le plus noble du terme, mais il y a aussi le souci de s'ancrer dans un dialogue, dans une discussion avec des collègues de Monaco, des lycéens et des lycéennes, et donc de ce point de vue-là, c'est particulièrement réjouissant. Je dirais qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une prise sociale autour de ces questions qui fait que la participation est toujours un plaisir. Oui, vous sentez les lycéens très concernés par la philosophie ? Aujourd'hui, ils l'étaient tout particulièrement, surtout par la question de la justice, puisqu'ils ont eu leurs résultats du bac, et que la question de savoir si leur bac et leur note étaient méritées ou non était une question qui les préoccupait tout particulièrement. Eh bien, merci beaucoup Patrick Savidan d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Le Monte Carlo Summer Festival a dévoilé sa programmation aujourd'hui et le moins que l'on puisse dire, c'est que de très beaux concerts nous attendent cet été en principauté à la Salle des Étoiles, mais aussi à l'Opéra Garnier. Gilles Marsan, directeur artistique de la Société des Bains de Mer, nous dévoile les différents rendez-vous à retenir. Le festival va être ouvert par Chris Isaak, qui n'est jamais venu en principauté le 10 juillet à l'Opéra Garnier. Et le 11 juillet, alors très important, le 11 juillet, nous avons un concert unique, exceptionnel, de Ricky Martin avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Yvan Cassar au Sporting. Le 12 juillet, retour à l'Opéra Garnier avec Norah Jones. Et ensuite, donc, les dîners-spectacles au Sporting avec la soirée Fightets Monaco. Avec cette année, le thème, ce sera Michael Jackson, avec un spectacle hommage à Michael Jackson pour les amateurs de moonwalk. Le 23, donc, nous aurons Sting, comme on a dit. Le 29 juillet, la Croix-Rouge avec Robbie Williams. Et ensuite, du 4 au 19 août, nous allons avoir Mika, Eros Ramazzotti, Niles Rogers and Chic. Et le 19, nous terminerons par Tarkan, les artistes. Et jusqu'au 22 août, Billionnaire à Sporting Monte-Carlo, qui va conjuguer un renouveau de la gastronomie et un spectacle de cabaret. SIL complète également la programmation de ce Monte Carlo Summer Festival et cette année, le gala de la Croix-Rouge monégasque retrouvera l'écrin mythique de la Salle des Étoiles avec un concert de Robbie Williams le 29 juillet. Infos et réservations sur le site officiel de la Société des Bains de Mer. Cette idée sortie à présent pour cette fin de semaine, le Théâtre des Muses propose jusqu'à dimanche
Sacha Guitry Intime. Ce seul en scène d'Antea Sonio, présenté à Paris ou au Festival d'Avignon, revient en principauté. Il s'agit d'un véritable hommage à l'acteur, metteur en scène et réalisateur français, mais aussi aux femmes qui l'ont accompagné dans sa vie. Jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo avant de refermer ce journal. Bonsoir Frédéric Hélion. Quel temps fera-t-il vendredi, Frédéric ? Une belle journée, Émilie, avec une matinée très ensoleillée. Quelques nuages apparaîtront dans l'après-midi, mais le ciel restera bien dégagé avant de se couvrir le soir. Côté température, il fera 7 degrés le matin et 19 l'après-midi. Vendredi 14 avril, ce sera la Saint-Maxime. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. N'oubliez pas ce soir les experts du tennis qui reviendront notamment sur la qualification en double du monégasque Romain Arneaudo pour les quarts de finale du Rolex Monte Carlo Masters. En attendant, on se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana et la soirée des partenaires de la direction de la communication. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition.